Ce cours présente deux aspects très importants de la réponse anticorps, à savoir ses fonctions et sa dynamique, que nous verrons dans deux parties. Voici d'abord les fonctions des anticorps et les cinq principales fonctions des anticorps, bien sûr, en plus de fixer l'antigène. On va distinguer deux grands groupes de fonctions. Les fonctions propres, c'est-à-dire que les anticorps peuvent fonctionner seuls, et les fonctions indirectes, c'est-à-dire que les anticorps ont besoin alors d'autres éléments comme le complément ou les cellules immunocompétentes, et que les anticorps, dans ce cas-là, joueront seulement le rôle d'intermédiaire pour activer ces autres systèmes. Je ne détaille pas cette diapo qui est quand même très intéressante et qui est absolument à savoir avec deux cœurs. On va détailler chacun de ces éléments dans la suite du cours. La fonction la plus connue, du fait de son effet protecteur considérable, mais attention, ce n'est pas la plus fréquente, c'est l'activité de neutralisation. Elle consiste pour un anticorps à bloquer le site actif d'un antigène et donc à bloquer sa fonction biologique. Parce que cette fonction biologique est impliquée au niveau du site de la liaison épitope-paratope. La neutralisation empêche par exemple l'action des toxines. La pénétration des micro-organismes dans une cible cellulaire en entrant en compétition avec le récepteur sur lequel se fixerait ce micro-organisme, ou même une activité enzymatique si le paratope de l'anticorps bloque le site enzymatique. Bien sûr, ceci implique que le site actif soit accessible à la surface de l'antigène pour que l'anticorps puisse se fixer, ce qui n'est pas forcément le cas puisque vous avez de nombreux antigènes qui sont mobiles et donc ne présentent pas en permanence ce site actif à leur surface. Il faut aussi que les anticorps aient une très forte affinité et qu'ils soient en quantité importante pour qu'il y ait une bonne efficacité s'il s'agit de contrer comme un mécanisme de compétition entre l'antigène et sa cible désignée. La précipitation, deuxième fonction, correspond à la formation de complexes antigènes-anticorps de grande taille. Au lieu de rester en solution, alors les complexes vont précipiter, même si les antigènes au départ étaient solubles. Donc cela va former un réseau macromoléculaire, et pour cela, il faut qu'il y ait une production polyclonale de plusieurs anticorps vis-à-vis de plusieurs épitopes sur un même antigène, afin de former un maillage suffisamment conséquent pour que ça aboutisse à la création d'un précipité. Bien sûr, ceci n'est pas systématique, mais ça a un impact biologique très important puisque les précipités sont ensuite traités dans les tissus où ils se déposent par les systèmes de voirie, si on peut dire, comme la phagocytose, le remaniement tissulaire. Ils sont d'autant plus actifs qu'il y a une inflammation qui active ces mécanismes au sein des tissus. Par ailleurs, notez bien que de nombreuses techniques au laboratoire s'appuient aussi sur ce principe de précipitation parce qu'il est facilement observable. Mais une chose très importante dans ce phénomène de précipitation est qu'il est dose dépendant. Comme l'illustre la figure, lorsqu'il n'y a pas assez d'antigènes ou d'anticorps, bien sûr le précipité ne se fera pas, mais lorsqu'il y en a trop, eh bien chaque complexe antigène-anticorps va partir indépendamment et il n'y aura pas le maillage le plus fort lorsque chaque épitope est fixé par deux anticorps différents.
Donc cette zone où on a le maximum de précipité ne correspond pas vraiment à une zone de quantité équivalente, identique d'antigènes et d'anticorps, mais à une quantité où le nombre d'épitopes et de paratopes sera optimal. C'est ce qu'on appelle la zone d'équivalence. Nous détaillerons ça en TP pour mieux comprendre ce phénomène, mais d'un point de vue biologique dans l'organisme, ça explique pourquoi certains précipités vont se former ou se dissoudre en fonction de caractéristiques physico-chimiques qu'il y a dans le tissu. Alors l'agglutination est une variante en fait, quasiment identique à la précipitation, mais qui concerne des antigènes qui sont particulières. Donc un antigène soluble, par exemple, c'est une protéine, alors qu'un antigène particulier, c'est une bactérie entière. Donc les conséquences biologiques peuvent en être très bénéfiques parce que, par exemple, ça va réduire la mobilité des bactéries. Si les anticorps se fixent sur les cils, les flagelles de nombreuses bactéries, elles vont être collées les unes aux autres et ne pourront plus se déplacer. Attention en revanche que c'est aussi à l'origine de phénomènes néfastes, par exemple des coagulations indésirables lorsque des anticorps vont se fixer contre des hématies, ce qui arrive normalement pas, sauf dans le cadre tout à fait dangereux de transfusion de sang entre des individus qui n'ont pas les mêmes groupes sanguins. Donc là aussi, c'est une technique qui a de nombreuses utilisations au laboratoire, nous en verrons des exemples. Donc neutralisation, agglutination et précipitation étaient des fonctions directes que les anticorps peuvent faire tout seuls. Donc il suffit de rajouter un sérum à l'antigène pour observer ceci. Dans les fonctions indirectes, on a d'abord l'activation du complément par les anticorps. Je vais juste faire une présentation sommaire parce qu'il y a un cours complet sur le complément qui est fait par la suite. Donc d'une façon simple, voici les éléments importants. Le système du complément est un ensemble de protéines dont le premier élément, ça tombe bien, s'appelle le C1. Ces protéines du complément C1 vont se fixer sur les complexes antigènes-anticorps, alors qu'ils ne sont pas capables de se fixer sur les anticorps libres, parce que la transformation de l'anticorps au moment de sa fixation va exposer des sites de fixation. Donc le changement de conformation de l'anticorps une fois en complexe avec l'antigène aboutit à la fixation du complément, et cette fixation du complément aboutit à une chaîne de réactions en cascade les unes vers les autres, qui vont au final aboutir à des effets microbicides et inflammatoires. Attention quand même, cette activation du complément, même si elle peut avoir des actions très efficaces d'un point de vue biologique, est très limitée pour différentes raisons de régulation. La première est que ces complexes sont très instables et donc ne durent que quelques millisecondes, et qu'ils ne sont stabilisés que lorsqu'ils se font totalement à la surface d'une membrane. Vous n'aurez pas d'activation du complément dans un liquide s'il n'y a pas de membrane cellulaire stabilisante. Donc de ce fait, l'action du complément est surtout une action qui pourra avoir lieu à la surface d'une cellule si celle-ci a été reconnue par des anticorps, ou à la surface d'un microbe qui est doté d'une membrane externe. Enfin, un rôle des anticorps dont nous avons parlé depuis le départ, grâce au RFC, est l'activation des cellules immunocompétentes. Donc, la cellule va pouvoir diriger ses actions contre une cible s'il y a des anticorps qui jouent l'intermédiaire. Donc toutes ces activités seront détaillées dans les cours suivants, mais simplement listons-les ici pour que le cours soit complet. Vous avez des activités de phagocytose, vous avez des activités d'antibody dependent cell cytotoxicity, ADCC, et des activités de dégranulation
qui ont des actions de libération de médiateurs inflammatoires. Donc grâce au RFC, les cellules immunocompétentes vont exercer dans les tissus des actions plus efficaces et plus ciblées que celles qui dépendent seulement de l'immunité innée. La phase inflammatoire est en général réduite au fur et à mesure que l'immunité spécifique dépendant d'anticorps prend le relais plutôt que les autres mécanismes de reconnaissance de cible. Enfin, malgré tout, il s'agit quand même de synergie entre le complément, les activités TLR dépendantes et les anticorps, en particulier pour ce phénomène qui a déjà été décrit de phagocytose. Donc pour aller plus loin, dans ces mécanismes d'activation cellulaire par les anticorps, il faudrait analyser comment chaque RFC va être capable plus ou moins d'aboutir à ces différentes actions. Donc ça dépendra, comme nous l'avons évoqué au cours correspondant, du fait qu'il existe plusieurs types de RFC, principalement capables de fixer l'une ou l'autre classe, surtout les IgG, surtout les IgE, et dans une moindre mesure les autres immunoglobulines. Et que même pour une seule classe, vous pouvez avoir plusieurs RFC différents, comme c'est représenté sur ce tableau, qui n'est pas à prendre, c'est juste pour illustrer. Donc vous constaterez dans ce tableau que dans la majorité des cas, on a une activation, par exemple une activation de l'activité des neutrophiles, une activation de l'activité des éosinophiles, etc., etc. Que dans certains cas, au contraire, on a une inhibition de l'activité cellulaire. Donc ça peut dépendre à la fois de la dose d'anticorps et du stade de différenciation des cellules. Alors ces données-là sont des données de recherche qui ont été extrêmement bien développées en médecine humaine, en immunologie humaine, mais la difficulté en immunologie vétérinaire, c'est que là, pour le coup, on manque beaucoup de connaissances encore et qu'il y a des variations spécifiques qui sont encore mal connues sur ce sujet, peut-être l'objet d'études dans les prochaines années. Donc notez au final que chaque fonction est tributaire de différentes conditions de réalisation qui vous sont présentées dans ce tableau récapitulatif. Il va y avoir des conditions sur l'antigène, par exemple sa nature, soluble, particulière, etc., ou sa localisation, et des conditions sur l'anticorps, par exemple sa classe, son affinité, sa dose. C'est pourquoi certaines fonctions seront fréquemment observées, et d'autres moins systématiques ou plus tardives au cours de la réponse immune. Veuillez noter encore une fois que la neutralisation n'est pas systématique ni forcément le mécanisme le plus efficace. Cela dépendra énormément du contexte. C'est ce que nous verrons dans le dernier cours de ce module où nous allons illustrer par plusieurs exemples comment certaines classes d'anticorps et certaines fonctions seront plus ou moins efficaces selon qu'il s'agit de virus, de bactéries intra- ou extracellulaires, de parasites protozoaires, métazoaires ou d'ectoparasites. Donc la seconde partie de cet exposé correspond à la dynamique de la réponse anticorps. Donc, dans une version un peu simple, on va distinguer qu'il y a deux types de réponses anticorps. Prenez note quand même que ça c'est un petit peu théorique et que en réalité les réponses réelles vont présenter des variations par rapport à la figure que je vous présente. Donc, le premier type de réponse est la réponse primaire, celle qui est toujours produite, qui est produite en première intention par des lymphocytes peu différenciés lors de tout contact avec l'antigène. En général, le pic de la réponse primaire est atteint au bout de 5 jours. Et si l'antigène disparaît, ce pic va rapidement disparaître. Il reste faible, il est peu durable dès que l'antigène disparaît. De plus, la réponse primaire est constituée principalement d'IgM et très peu des autres classes. La réponse secondaire est le deuxième type de réponse. Attention, il n'est pas systématique.
il ne se produit que vis-à-vis d'un certain nombre d'antigènes qui non seulement sont antigènes, mais en plus sont dits immunogènes. On verra dans le cours suivant ce que c'est. Cette réponse secondaire ne sera obtenue que s'il y a une exposition répétée ou prolongée de plusieurs jours à l'antigène. Son pic la première fois que ce type de réponse secondaire apparaît, il est atteint au bout d'une dizaine de jours, ce que d'ailleurs on entend toujours avec le délai pour qu'une réponse vaccinale par exemple se mette en place. En revanche, lorsque la réponse secondaire est de bonne qualité, elle pourra être élevée, bien plus élevée qu'une réponse primaire et durable jusqu'à plusieurs mois. De plus, la réponse secondaire est constituée principalement d'IgG et éventuellement des autres classes comme les IgA ou les IgE, au fur et à mesure que la réponse va évoluer. Donc, la réponse secondaire correspond à des mécanismes de différenciation des lymphocytes producteurs d'anticorps plus élaborés et qui vont dépendre de nombreux facteurs que l'on verra dans les cours suivants. En revanche, la réponse secondaire, une fois qu'elle a été créée et qu'il y a une mémoire qui s'est mise en place au niveau des lymphocytes qui ont acquis ce type de réponse, elle apparaîtra beaucoup plus rapidement, en moins de 2 jours, au cours d'une réexposition, si les lymphocytes répondeurs reviennent à partir du stock d'un cellule mémoire. Ça, c'est vraiment important par rapport à l'efficacité de la réponse. Donc ce tableau complète la diapositive précédente en comparant les deux types de réponses. C'est vraiment très important. Vous notez que toutes les fonctions sont possibles au cours d'une réponse secondaire, alors que la réponse primaire, puisqu'il y a principalement des IgM, ne permettra que les fonctions dépendantes des IgM, à savoir agglutination, précipitation et activation du complément. Donc cette diapositive en fait est une diapositive de réflexion en combinant ce cours et les cours suivants que vous verrez sur les antigènes. Ce qui vous permettra de comprendre comment on peut déduire le type de réponse anticorps qu'on obtiendra vis-à-vis d'un antigène selon qu'il est protéique, non protéique, qu'il appartient au soi ou au non-soi, qu'il s'agit de cas particuliers qu'on détaillera dans le cours suivant. Donc gardez-le en exemple. Un autre point de réflexion est ce qu'on appelle la maturation de l'affinité. On s'aperçoit que dans certains cas, la réponse anticorps va rester à peu près la même au cours du temps pendant les mois où elle est censée être là, et que l'affinité est à peu près stable dans les semaines de sa production. Alors que dans d'autres situations, eh bien, on s'aperçoit que les immunoglobulines qui sont produites deviennent soit moins affines, soit au contraire, et c'est mieux, plus affines, et surtout lorsqu'il s'agit d'une réponse primaire à base d'IgM, elle est souvent peu affine par rapport à une réponse secondaire à base d'IgG, qui deviennent souvent de plus en plus affines au fur et à mesure des semaines d'exposition à l'antigène. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de recherches pour comprendre comment ça se passait, et plusieurs mécanismes en sont responsables. D'une part, il y a des mécanismes de mutation dans les clones lymphocytaires qui produisent les anticorps, et nous n'en parlerons pas parce qu'il s'agit de phénomènes très complexes et pour lesquels on a encore peu de données sur les espèces domestiques par rapport à ce qu'on connaît chez la souris de laboratoire ou l'homme. D'autre part, et ça c'est plutôt la réponse principale et qui a été là largement démontrée dans les essais de vaccination vétérinaire, c'est que la maturation de l'affinité va dépendre de la dose d'antigène. Lorsqu'il y a beaucoup d'antigènes, tous les clones qui sont capables d'y répondre sont stimulés, qu'ils soient peu affins ou très affins. Ce qui fait que la réponse finalement n'évolue pas beaucoup, la résultante reste à peu près la moyenne. Lorsqu'il y a un peu moins d'antigènes,
Seuls les clones les plus affins seront stimulés, ce qui fait que l'affinité va, au final, augmenter, à moins qu'il n'y en ait pas assez et que du coup, ça ne fonctionne pas. Donc la dose d'antigène et sa biodisponibilité, pendant combien de temps elle va rester au niveau des organes lymphoïdes secondaires pour stimuler les lymphocytes et obtenir leur différenciation, va être très importante dans l'efficacité de la réponse. C'est une des raisons pour lesquelles les fabricants de vaccins réfléchissent beaucoup à la dose qu'ils doivent employer. Voilà pour ces éléments de réflexion et bonne fin de cours.